le business pour les personnes qui cherchent à être seules. 56% des Américains considèrent qu'avoir du temps seul est vital pour leur santé mentale. Je pense que ça va être un très gros marché. Et je pense que celui qui réussira à être le Airbnb du guide de voyage, tu vois, sous IA, va réussir à prendre une place importante. Ça remplace l'iPad, ça remplace le téléphone, ça remplace la télé. Alex, on a un rituel à la fin de chaque année, c'est d'essayer d'imaginer les futures tendances de l'année qui va arriver et même des autres années qui vont suivre. On est aujourd'hui le 13 décembre 2024. Ma question est simple. Quelles vont être les tendances business, tech, finance, pourquoi pas, de l'année 2025? Les auditeurs veulent savoir, Alex. Écoute, j'y ai pensé évidemment toute la nuit, parce que maintenant nous préparons les podcasts. Non, mais j'y ai pensé toute la nuit et il y a énormément de tendances, si tu veux, qui sont en train d'arriver. On a fait le même épisode il y a un an, déjà, il faut le rappeler. Je pense qu'on avait plutôt raison. Et d'ailleurs, il y avait des tendances aussi qui sont venues et qui ont disparu dans la même année. Je prends Apple Vision Pro, par exemple, qui est arrivé. On a dit, ouais, VR, machin, ça va être incroyable. Finalement, on est 6 mois plus tard et plus personne n'en parle, ou quasiment plus personne n'en parle. Et en fait, j'ai pas les chiffres de vente, mais c'est pas extraordinaire. Passer la hype du départ, hein, évidemment. Bon. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va vraiment, on va dire, rationnellement fonctionner? Et j'ai essayé de me poser vraiment la question. Et donc, pour commencer, je suis tombé sur un premier truc. On a vu l'importance de la sphère IA. Ça, on est tous d'accord. Ça a vraiment explosé. Ça fait depuis 2022. Zéro débat. On est tous d'accord. Bon. On a fait le constat, toi et moi, qu'il y a un problème grandissant d'isolement pour les chefs d'entreprise. On résout une partie du problème avec le sanctuaire NBS. Il y a plein d'expérimentations qui arrivent pour résoudre ces problèmes. Et moi, je pense que une des vraies thématiques de 2024, ça va être IA contre l'isolement. Alors, ça paraît bizarre, mais il y a toute cette vague de AI girlfriend, machin, tout ce genre de trucs qui est en train de bien fonctionner, ou en tout cas de prendre des parts de marché de manière certaine. Et je pense qu'on va avoir la même chose sur des petits. J'ai vu une boîte dont je ne pourrais pas citer le nom parce que je ne me souviens plus, tout simplement, mais qui a fait IA psychologue et qui a levé pas mal d'argent, je pense, dans le dernier mois ou les 2 derniers mois. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment selon moi, la première step d'une grande tendance à venir. Le sujet derrière, c'est est-ce que ça marchera seul? Je pense que c'est plutôt une porte d'entrée vers d'autres choses, parce qu'à un moment, les gens vont vouloir du contact humain, du vrai, entre guillemets. Mais par contre, je pense que beaucoup de bots dans beaucoup de sous-jacents, professionnels, relationnels, amicaux, médical, et ainsi de suite, vont de plus en plus utiliser des agents IA conversationnels comme des amis ou des confidents ou des référents ou voilà, et vont l'utiliser dans leur vie de tous les jours. Et ça, je pense que ça va être un très gros marché. Et je pense que celui qui réussira à être j'en sais rien, le Airbnb du guide de voyage, tu vois, sous IA, va réussir à prendre une place importante. Parce que, à mon avis, ChatGPT, voulant qu'on utilise son API, et c'est un peu son business model, n'ira pas avec grande précision sur les sous-jacents. S'amusera pas à le faire, je pense, stratégiquement. À l'inverse, ils vont pousser pour que soit créé, et d'ailleurs ils investissent dans plein de boîtes en ce sens-là, ils vont pousser pour que soient créés des robots advisors spécialisés sur quelque chose. Genre, robot advisor sur la pêche, powered by ChatGPT pour le modèle, mais par contre avec un front différent. Tu vois, pour attaquer les niches. Et je pense que ça, et les grandes boîtes d'IA, je cite ChatGPT, mais ça pourrait être Google, ça pourrait être Gemini, ça pourrait être XAI, on s'en fout. Ça, je pense que ça va être un véritable business qui risque d'exploser vraiment sur 2025. En 2024, ça existait, mais on avait encore c'est un peu chelou, est-ce que je l'utilise et tout ça. Et je trouve que j'entends de plus en plus de gens qui utilisent vraiment l'IA au quotidien et l'IA comme un conseiller ou un confident ou insérer ce que tu veux.
Je suis totalement d'accord avec toi. Mon seul doute, c'est est-ce que vraiment on aura besoin d'intermédiaires, type application ou type SaaS qui sera niché sur ça, sachant que, bah, est-ce que tu utilises ou pas ChatGPT comme coach, toi, aujourd'hui? Je sais pas ce que tu appelles comme coach. Moi, je l'utilise pas comme coach. Moi, la manière dont j'utilise ChatGPT, c'est pour répondre à des questions ou faire des tâches, mais comment dire? C'est assez, j'en ai une utilisation assez dirigiste, dans le sens où je lui donne une tâche et puis je coupe l'appli, fin de l'histoire. Après, j'ai fait des tests, par contre, en lui demandant par exemple, de me créer un jeu. Et je m'ennuie, fais-moi une partie de Donjons et Dragons, tu vois. Enfin, parce que j'avais vu un mec faire ça sur Internet et tout ça, mais bon, bref. Anyway, j'ai fait le truc et en effet, ça marche pas mal quand tu t'ennuies. Ça parle, il est capable de te faire des jeux, il est capable de te faire la conversation. Par contre, c'est pas un truc que j'utilise au quotidien. Ok. Ce que j'entendais par coach, c'était vraiment, tu lui donnes beaucoup d'informations sur toi, tu lui donnes ta manière de réfléchir, tu lui donnes toutes les décisions que tu as pu prendre les dernières semaines. Et d'ailleurs, maintenant, il a une mémoire, donc il arrive à retenir tout ça. Ouais. Et puis après, tu lui mets une problématique donnée, tu lui dis, écoute, voilà, qu'est-ce que le Luc, par exemple, qui n'a pas la tête dans le guidon, aurait vu, aurait fait, aurait décidé sur cette situation. Et en fait, c'est super puissant. C'est vraiment, vraiment super puissant. Plus tu l'alimentes, plus ça devient puissant. Et donc, je me demande vraiment si, et je vais apporter une nuance juste après, hein, c'est pour ça que je me permets d'émettre un doute. Maintenant, je me demande vraiment si un intermédiaire, juste type application, type SaaS, niché là-dessus, peut être efficace. Par contre, là où je pense qu'il y a un vrai intérêt et une vraie tendance, ça va être sur les agents IA coach, ok, Mhm. psy, ce que tu veux, mais physique. Est-ce que tu connais Magical Toy? Absolument pas. Mec, J'ai bien entendu parler. Magical Toy, mon frère en ce moment, il est dans la Silicon Valley, à San Francisco. Ouais. Et du coup, il a la chance, l'opportunité de voir énormément de projets, de fondateurs, etc. Puisqu'il est d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais il est dans un co-living qui s'appelle The Residency. Et c'est un co-living dans lequel il y a énormément de boîtes qui viennent. Et d'ailleurs, il y a que des start-upers. Il y a beaucoup aussi d'investisseurs qui viennent, qui pitchent leurs projets, et même des habitants de d'autres co-living qui viennent pour échanger les idées, pour pitcher leurs trucs. C'est du challenge permanent et c'est de l'idéation permanente. Et il y a une boîte là, qui a levé beaucoup d'argent. On parle de plusieurs millions. Je crois que c'est Magical Toys ou une autre qui fait après la même chose. Et en fait, le principe, c'est très simple. Au lieu d'acheter un jouet typique à ton enfant, Ouais. tu achètes un jouet qui est dopé à ChatGPT. Et donc, du coup, l'enfant va avoir un sort de petit dinosaure avec lequel il va pouvoir parler anglais, avec lequel il va pouvoir être challengé sur les sciences, sur l'histoire, sur n'importe quel type de sujet. Alors, bien entendu, quelque chose qui sera suffisamment encadré pour éviter de partir en cacahuète. Mais là, d'un coup, on n'est pas juste face à un agent IA, on est face à un agent IA qui est personnifié et qui est physique. Et je pense que pour les enfants, c'est extraordinaire. Euh, et que très certainement on pourra voir ce même type d'usage peut-être pour d'autres types de cibles. Mais pour les enfants, là, on peut penser à une Barbie pour les filles, on peut penser à des dinosaures, on peut penser à ce genre de choses. Et au lieu d'avoir juste finalement un jouet qui ne parle pas ou qui fait un bruit en appuyant sur un bouton, là, tu as un dialogue profond. Et ensuite, le parent, les parents, ils peuvent aussi personnaliser le jouet. En disant, bon, bah voilà, je veux que tu lui parles, tu lui fasses du franglais, par exemple, pour l'habituer. Je veux que tu puisses uniquement lui parler d'histoire. Je veux que tu puisses. Et puis même derrière, on pourrait imaginer une application où, où en fait, on mélangerait le système de Duolingo, c'est-à-dire le but, c'est d'apprendre une matière avec un système de level, avec un système de notation, mais dans un jouet. Imagine Duolingo qui sort son petit jouet, sa petite peluche, qui en fait, l'enfant va jouer avec et le parent va aller voir sur son application le progrès de l'enfant au fur et à mesure. Ah, c'est cool, l'enfant, c'est bon, le jouet m'a dit que l'enfant était passé au niveau 5 en anglais, alors que le gosse, il a 2 ans, tu vois. Ça peut être incroyable. Et il serait pas sur les écrans. C'est comme ça remplace l'iPad, ça remplace le téléphone, ça remplace la télé. Mais peut-être qu'il y a le même niveau d'interaction, le même niveau de divertissement. Et donc, voilà, pourquoi je dis ça, c'est que je pense en effet que tous les IA type psy, type coach vont décoller, même c'est sûr.
Je pense que ChatGPT va annihiler la majorité du marché. Par contre, je pense que les IA qui vont être implémentées dans du physique vont décoller. Ouais, c'est une bonne strat, en effet. Parce que, ouais, tu as ce côté jouer, donc ce côté, tu vois, truc que tu touches, machin. C'est vrai que c'est hyper sympa, hyper intéressant de se dire que potentiellement cette IA vient en effet remplacer un écran, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui les écrans c'est un véritable problème. Tu sais, pour les enfants, il y a de plus en plus de parents, et à juste titre, j'ai l'impression, qui disent qu'il ne faut pas les exposer trop tôt aux écrans, machin, nanana. Et donc se dire, ouais, tu as les bienfaits de l'IA, mais dans un format physique, et donc peluche ou jouet ou que sais-je, hein, voilà, c'est une hyper bonne idée. Imagine quand même à quel point les enfants vont pouvoir apprendre vite. Alors forcément, il peut y avoir des dérives, hein, c'est clair, mais Oui, oui. imagine dès ton plus jeune âge, tu es exposé à de l'anglais, à l'espagnol, à du chinois, tu es exposé à des sciences, à l'histoire. Tu peux en plus, tu peux paramétrer ton chat GPT dans ta pluche comme tu veux. Tu peux très bien lui dire, écoute, voilà, je veux que tu sois un expert du storytelling, je veux que tu puisses savoir parfaitement raconter des histoires à des enfants et que tu lui transmettes des informations par l'intermédiaire des histoires. Par exemple, euh, aide-le à comprendre les mathématiques grâce à du storytelling. Aide-le à comprendre l'anglais en lui racontant des histoires passionnantes en parlant d'anglais, en utilisant pardon, l'anglais. Et donc, cette personnification et cette personnalisation, je pense, vont permettre aux futurs enfants, aux enfants de la nouvelle génération, très certainement d'apprendre bien plus rapidement que. Et je pense que du coup, il va y avoir un gap qui va être creusé aussi énorme entre les enfants qui vont être exposés à l'IA de manière intelligente, bien sûr. Encore une fois, il peut y avoir des dérives, mais les personnes qui vont être exposées à l'IA de manière assez jeune et ceux qui ne vont pas être exposés à l'IA et qui vont suivre le parcours traditionnel qui, en ce moment en France, n'est pas forcément celui qui fonctionne le mieux. Ouais, tout à fait. Non, non, mais tout à fait. Mais après, la question, c'est quand tu es hors du schéma enfant, et donc jouet, tout ça, tu peux avoir le même schéma coach sportif dans une salle, tu peux avoir le même schéma coach boulot sous un format, tu vois, bon, qui pourrait ressembler à Google Home ou je sais pas quoi, ou directement intégré à ton ordi, ce qui revient un peu à faire du Siri en fait, hein. Enfin, ouais, non, tu pourrais décliner le truc. Parce que moi, quand je disais ça au départ, c'était vraiment la thématique, c'était vraiment rompre l'isolement et, donc, et créer une nouvelle manière d'échanger avec le numérique. Et donc, je le voyais de manière assez large, vraiment sur l'ensemble des classes d'âge et l'ensemble, par exemple, pour les personnes âgées aussi. On parle pas assez de la silver economy, mais tu as un vrai isolement. Si demain, la personne âgée. Alors, c'est sûr que peut-être que la prise en main serait compliquée. Ça, je veux pas le minimiser. Mais par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est si dans les EHPAD où on sait que c'est relativement mal géré quand même, on arrivait à inclure des technologies qui les accompagnent, qui les font parler au quotidien, qui les distraient quand ils sont ennuyés, qui les accompagnent quand ils oublient quelque chose, voilà. Peut-être que ça peut stimuler leur cerveau, et on sait, et ça il y a plein de recherches qui le prouvent, faudrait les trouver, mais voilà, euh, qui prouvent que Alzheimer et ce genre de maladie s'installent de plus en plus quand tu es très isolé, et que quand tu ne fais pas, on va dire, travailler ton cerveau et que tu n'es pas stimulé. Et une IA pourrait te stimuler. Alors, peut-être qu'il y aurait un côté un peu moins, je veux dire, amour au sens, tu vois, quand c'est ta famille, il y a ce côté émotion qui vient, là c'est plus pragmatique. Mais à la limite, entre rien du tout et ça, ou entre je vois ma famille une fois par mois ou deux fois par mois et ça, c'est tous les matins avec moi, peut-être que la combinaison des deux, il faudrait voir si la combinaison des deux peut retarder Alzheimer, peut retarder ce type de maladie. Ce serait hyper intéressant, parce que là, du coup, l'IA deviendrait quasiment un sujet d'intérêt public. C'est-à-dire, est-ce qu'un compte chat GPT à 29 euros par mois, Remboursé par la sécurité sociale. remboursé par la sécurité sociale, c'est peut-être pas mieux que 5 ans en EHPAD à 3 000 euros par mois. Ah, ça va faire scandale. Hein. Non, mais Imagine si cette phrase était une proposition de loi, je pense que ça ferait mais scandale. nous, on Je peut se savais pas permettre de quand, le dire. mais, Non, non, mais tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est évidemment que je ne sais pas si ce que je dis là est vrai et que c'est à remettre dans son contexte et que c'est probablement une exagération. Cependant, le test et l'expérimentation, à mon avis, sont extrêmement intéressantes. Parce que si on découvre quelque chose et qu'on arrive à réduire, entre guillemets, la courbe de souffrance d'une grande partie de la population, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes âgées en France,
et de personnes isolées, les deux, euh, je, je crois que ça vaudrait le coup, vraiment. Ouais, 100%. Je réfléchissais à. Il y a une boîte qui cartonne qui s'appelle Health. Faudrait que je la retrouve. Qui en fait a comme promesse le fait de, 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 de faire du sport à domicile, mais avec une optique vachement médicale. Ok. Et en fait, je crois qu'ils font 200-300 millions de chiffre d'affaires annuel. Et ce qui est trop fort, c'est que vraiment le suivi à distance, il est vraiment bien foutu. Avec des spécialistes à la demande qui peuvent se connecter, avec un tracking, avec ci, avec ça. Et c'est vrai que la même chose, mais pour les personnes âgées et un peu holistique, du type, tu as une IA qui dit que tu vas faire du sport, qui va te challenger pour te stimuler intellectuellement, qui va essayer de travailler davantage ton cerveau pour limiter Alzheimer, qui est directement aussi connecté aux enfants et aux petits-enfants pour dire ah bah génial, regarde ton grand-père, il a atteint ce niveau, peut-être qu'il a débloqué la récompense, donc il peut t'appeler maintenant. Enfin, lui, ou alors toi, tu dois l'appeler, sa récompense que tu lui as donnée pour le Ouais, stimuler. s'il n'a pas sa récompense, il n'a pas le droit de t'appeler, c'est un peu chelou comme produit quand même. Là, là, Non, c'est vrai que c'est très bizarre. Mais en effet, je pense qu'une peut-être, et très certainement que ça existe, mais un suivi holistique pour accompagner justement les personnes âgées sur à la fois alors, le physique et le cerveau et cela dopé à l'IA, je pense que ça peut être intéressant. ok. Bon, à ton Bon, tour. nouvelle tendance, plutôt anti-tendance par rapport à ce que tu viens de dire, c'est le business pour les personnes qui cherchent à être seules. Et en fait, c'est hyper intéressant. Il y a une étude qui a été partagée il y a quelques jours qui considère que 56% des Américains considèrent qu'avoir du temps seul est vital pour leur santé mentale. 56. Il y en a 46% qui disent qu'ils n'en ont pas assez pendant les vacances et qu'ils aimeraient bien avoir beaucoup plus de temps seul pendant leurs vacances. Et il y en a 36% qui considèrent que lorsqu'ils n'ont pas suffisamment de temps seul pendant les vacances, ça les rend totalement irritables. Et donc, on parle souvent des tendances et des anti-tendances sur ce podcast. Je pense qu'en effet, le business de la solitude et ce que fait par exemple Tamleft et d'autres sur le fait bah, de détruire ou du moins de limiter l'isolement que ce soit des professionnels, des seniors ou même des plus jeunes, je pense que ça va décoller. Mais je pense aussi que la santé mentale, c'est aussi savoir prendre du temps pour soi et savoir être bien avec soi-même. Et il y en a plein aussi qui se rendent compte de ça. Donc, je connais pas encore beaucoup de business et pour être honnête, j'ai pas forcément d'idées à partager. On peut brainstormer ensemble, mais je pense qu'il y a un créneau à prendre avec comme promesse, on vous accompagne pour prendre du temps seul, pour faire une pause, pour faire un break mental, pour respirer, pour diminuer votre anxiété, pour diminuer votre stress, et ci et ça. Alors Alors, déjà, ouais. je me permets de dire un truc, je suis entièrement d'accord avec toi. Et quand tu n'as pas de problème d'isolation, s'isoler de temps en temps fait un bien fou. Enfin, moi, tu le sais, voilà, je suis très bien entouré. J'ai une femme, une famille. Enfin, bref, et donc j'ai la chance d'être très bien entouré. J'ai des collègues qui sont très cool. Bref, je suis en contact constant, si tu veux, avec des gens. Et je vois que de temps en temps, prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures seul, aller marcher seul, aller faire du sport un peu seul, aller courir, machin, fait énormément de bien. Pas parce que tu marches ou parce que tu es isolé, mais parce que tu as le temps de justement gérer tes pensées et gérer le flot de pensées que tu n'as pas forcément le temps de gérer quand tu es avec d'autres gens. C'est normal puisque tu es dans le moment présent, tu es avec eux et c'est super, il faut garder ça. Mais de pouvoir faire cette jachère, tu as quelques heures par jour ou quelques jours par mois ou ce genre de choses, et aussi de se concentrer sur des sujets de focus, de vrai focus, tu vois, mais que tu gères pas en 20 minutes de travail acharné. Ce que je veux dire, du focus sur 1 heure, 2 heures où des trucs se débloquent, c'est hyper important. Et moi, j'essaye 1 fois par mois d'être seul pendant au moins une journée de travail. Et deuxième truc que je fais souvent, c'est le soir, tu vois, je prends au moins 1 heure seul, parce que j'ai la chance du coup d'aller me coucher tard. Et donc, je prends 1 heure seul pour réfléchir et remettre ma pensée en place, en tout cas tout ce qui s'est passé dans ma journée, et ainsi de suite.
temps que je prends pour écrire, machin, enfin voilà. Maintenant, la question, c'est comment ça, tu peux en faire un produit. Et en fait, je pense que j'ai deux idées qui sont peut-être mauvaises et je serais ravi que enfin, ceux qui nous écoutent me disent en commentaire ce qu'ils en pensent et si des gens ont monté des trucs dans cette thématique-là qui nous disent comment ils abordent le sujet. J'ai deux idées de base qui sont une première qui serait intégrer la solitude justement dans une app mental health plus large dans lequel on te dit va discuter avec des gens ou prends un moment en fonction de comment tu es, comment tu te sens surchargé, tu vois. Et donc, tu vois, j'allais dire un Strava, mais c'est pas vraiment un Strava, mais c'est un Garmin, tu vois, de la mental health. Tu vois, Garmin, ça te dit, bah là, t'as couru, là, c'est bien, là, t'as fait assez de pas, là, machin. Et ben là, pareil, mais de version mental health. Et le second, bon, là, c'est plus proche de mon business, donc normal, j'ai peut-être un biais déformant, mais c'est louer par exemple, des cabines. Cabine au sens anglais du terme, c'est-à-dire, tu vois, un petit chalet, genre au bord d'un lac, une place, et t'y vas et tu te ressources, tu vois. Et t'es en mode environnement nature. Je pense que tu peux pas faire ça dans les villes, ça n'a aucun sens. Tu vas forcément croiser des gens, tu vas faire, voilà. Mais nature, tu fais ça autour d'un lac, par exemple. Tu vois, l'image que j'en ai, c'est autour d'un lac. La prochaine cabine, elle est à 150 mètres, tu vois, ou 200 mètres. Donc, si tu n'as pas envie de croiser la personne, tu la croises pas. Tu es isolé. On t'amène au départ assez de bouffe et de trucs pour tenir et faire ce que tu as à faire. Tu n'as pas besoin de poser de questions et tu te passes un week-end seul en mode ressourcing total. Tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc qui marcherait quand les gens ils en peuvent plus. Tu vois, ils se disent vas-y, je paye 90 balles ou 100 balles ou 200 balles, je sais pas combien ça peut coûter, et je me loue ma cabine au bord du lac, je sais pas où. Ça, 100%. je mets ma main à couper que t'es. Et d'ailleurs, c'était peut-être qu'on en avait parlé là, il y a quelques temps. C'est le concept de silence break. Ah, je Je me... sais pas si tu avais parlé dans le podcast, mais je me souviens quand on avait fait des recherches pour l'immobilier à concept, je crois, Ouais. il y a quelques mois, on était tombé dessus en faisant nos recherches. C'est silencebreak.co. Ouais. Et la headline, c'est Unplug and Recharge in Nature. Donc, déconnectez et rechargez-vous dans la nature. C'est exactement ça. Et ben, je connais pas leurs chiffres, mais je suis presque persuadé que ça marche. Ouais, ils ont changé leur page il y a quelques temps. Bah écoute, je suis totalement d'accord. Moi, je pense qu'il y a deux approches par rapport à ça. Bon, déjà, l'idée d'avoir, de se prendre une petite maison, une petite maisonnette au bord de la nature, 100%. Voilà, je ne vais pas revenir dessus, je suis à 100% d'accord. Je pense qu'en effet, il y a deux approches. Soit l'approche minimaliste, une petite app qui, un peu comme lorsqu'on compte ses pas, une app qui permet de compter ses pas, peut-être une app qui justement permet de gérer la solitude et le besoin justement d'être seul. Je ne sais pas vraiment comment on peut faire ça, de quelle manière, mais bon, bref, je pense que une approche minimaliste de la chose pour être efficace. Une autre approche aussi, c'est une approche type presque clinique, bien-être, où en fait, tu paierais un abonnement et tu peux arriver dans une sorte d'immeuble où en fait, tu as accès à des endroits vraiment pour déconnecter et pour être seul. Donc le concept, c'est il y a une pièce, vous êtes seul, et c'est soit un massage, soit on marche, mais dans un environnement, je sais pas, avec des lumières rouges, avec un truc très, très calme, avec de la bonne odeur, ou alors ça peut être un bain. Imagine, tu rentres dans une pièce, tu as la bonne odeur, tu as des lumières et tu as juste un énorme bain qui t'attend. Et tu es là et tu attends, tu peux rester une heure là-dedans, tu peux réfléchir. Ça me fait penser à une chose importante à Bordeaux. Et je pense qu'il y en a dans toutes les villes, mais à Bordeaux, je suis passé il y a un mois, je pense, devant un truc où en gros, on t'enferme dans un caisson de sorte de méditation. Mm. Et le caisson de mémoire, il est dans l'eau. Enfin, t'es à moitié dans l'eau, dans de l'eau chaude. Voilà, bah je pense que il y a une startup comme ça aux États-Unis, c'est pas, on t'enferme pas dans un caisson pour une méditation, mais c'est le Uber des siestes. Tu payes pour avoir un environnement spécialement dédié aux siestes avec tout est censé optimiser pour optimiser ton sommeil. Et c'est dédié aux employés de boîtes, donc c'est les entreprises qui payent. Et c'est dédié aussi à certains parents qui ont besoin d'un break de la journée parce qu'ils en peuvent plus, ils n'arrivent pas à dormir.
Donc voilà ce que j'imagine. Mais tu sais, à une époque où le bien-être et la santé mentale est de plus en plus reconnu comme quelque chose d'essentiel pour avancer, je pense qu'on va voir de plus en plus des cliniques, des endroits de bien-être comme ça qui vont émerger, qui vont être plus ou moins fancy. Non, mais moi, je suis convaincu de ça. Et je suis sûr que là, on oublie plein d'autres choses. Mais la thématique, dans tous les cas, bien-être, quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, en rompant la solitude ou dans le sens inverse, en la créant artificiellement quand tu en as besoin, ou tout ce qui tourne autour de ça. Enfin, c'est vraiment hyper important et je pense que ça va être de plus en plus demandé et ça va être de plus en plus demandé par les générations qui arrivent en plus. Ouais. Et ça rentre dans les mœurs. À une époque, aller dans un salon de massage, c'était bizarre. Aujourd'hui, c'est toi-même qui me le dis, quand tu es à l'étranger, tu te fais masser tous les jours parce que c'est cool, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'à même à une époque, mettre des crèmes sur le visage pour un homme, c'était bizarre, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, prochaine tendance. Ouais, prochaine tendance. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé parce que voilà, mais je pense, et c'est notre cheval de bataille, donc pareil, je le défends, le, le média. Je pense qu'il va y avoir une vraie révolution sur les médias et ça fait des mois qu'on en parle et je sais qu'on fait partie de ce move, donc forcément on le met en avant. Mais plus on avance, tu m'as encore envoyé un truc ce matin. Alors même si c'est pas nouveau, hein, mais tu vois la newsletter là, que tu m'as encore partagé. Euh, je pense qu'on va assister à une décentralisation des médias, à une spécification de médias décentralisés, donc Snowball pour la finance, enfin tous les mecs qu'on a cités, c'est lors du dernier épisode. Et je pense que vraiment 2025, ça va être l'année où je pense en France, on va voir éclore plein de petits médias et on va voir des médias tels qu'on les décrit là qui ont été créés l'an dernier ou il y a 2 ans, le crayon, nous et tout ce qu'il y a autour, petit à petit prendre de l'importance et continuer à prendre de l'importance pour ceux qui en ont déjà. Je crois vraiment qu'il y a de plus en plus cette demande et je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que de plus en plus de personnes qui étaient des consommateurs de médias tradis, les Échos, le Parisien, Ouest France, tous les mecs dont on a discuté, petit à petit commencent à se renseigner et à utiliser des médias alternatifs, slash nouvelle génération, slash newsletter, slash podcast. Je ne sais pas si tu as vu, il y a Alex Cooper aux États-Unis qui a signé un deal de 123 ou 125 millions avec une chaîne de radio pour que le podcast maintenant passe à la radio. C'est-à-dire que les médias traditionnels se disent oula, il faut mettre la main. Et elle a réussi, enfin, cette radio-là, Sirius, a réussi à enlever les droits du podcast à Spotify pour la faire venir chez elle. Donc, on voit il y a un combat pour l'attention de ces médias nouvelle génération et qu'il y a ces espèces de brand deal, si tu veux, où c'est plus une radio qui crée le contenu, mais la radio n'est là que pour héberger le contenu de mecs qui ont un média et qui détiennent l'IP. Et je pense que détenir cette IP est hyper, hyper, hyper important, primordial. Et je pense que ça va être un des gros trends, un des gros trends de 25. Je suis d'accord avec toi. Alors, un gros trend dans le monde ou francophone en Europe? Parce que c'est vrai que les États-Unis, ils sont là-dedans depuis quelques temps quand même. Les États-Unis, en fait, ça va continuer d'être un gros trend, mais je pense que ça fait déjà 2 à 3 ans que c'est un très gros trend et 5 à 6 ans que c'est un trend existant. Tu vois, la manière dont moi je le date, c'est 6 ans, on va dire depuis 2017-18. C'est un vrai trend qui a du, tu vois, qu'on peut identifier. Et depuis 3 ans, en gros, post-Covid, très très gros trend. C'est comme ça que moi je le comprends, si tu veux. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va se répartir partout dans le monde. On parle de francophone, mais je pense que ça va se répartir partout dans le monde. Et je pense qu'aux États-Unis, ça va continuer de s'amplifier, tout simplement. Je suis totalement d'accord. Il y a une énorme vague ces dernières années de indie hackers. Indie hackers, c'est les techs en Mmh. gros qui sont solo et qui développent des petits SaaS et qui essaient de gagner de l'argent grâce à ça. Il y en a plein qui ont bien réussi. Je pense à Peter, oula, j'allais dire Peter Thiel, mais n'importe quoi, à Peter Level. Et je pense totalement aussi à Marc Levion. Et ma théorie, c'est qu'on va avoir de plus en plus de indie médias arriver. Alors, Ouais, les trucs avec les indie hackers, c'est que bon, c'est cool, ils arrivaient à mettre la barrière à l'entrée qui était, bah, moi je sais coder, donc c'est la barrière à l'entrée, il faut savoir coder pour arriver à faire ce que je fais.
Seulement, avec ChatGPT, créer des mini-SaaS, je ne parle pas de grosses tech, hein, mais créer des mini-SaaS, c'est quand même, ça devient vraiment simple pour les personnes qui n'ont jamais touché au code de leur vie. Il y a eu de plus en plus de formations aussi qui ont été lancées là-dedans, donc de plus en plus de personnes qui ont été embarquées par ça. Et donc, je pense que je pense que la barrière à l'entrée pour lancer un média devient plus haute que la barrière à l'entrée pour lancer une tech, pour lancer un micro-SaaS. Pourquoi? Parce que pour lancer un média, tu as besoin de cette attention, tu as besoin d'avoir l'audience, tu as besoin finalement de payer peut-être plus cher pour avoir tes premiers lecteurs. Mais l'attention est en train de devenir, et on le sait depuis 10 ans, Ouais, mais l'attention est en train, et ça se vérifie, l'attention est en train de devenir, et donc l'IP qui va avec, est en train de devenir le véritable actif. C'est-à-dire que pendant longtemps, ça a été est-ce que tu as des ingénieurs? Aujourd'hui, c'est est-ce que tu as la capacité de distribution, donc l'attention. Est-ce que tu maîtrises tout ça? Et le fait d'avoir des communautés, alors je sais la différence que tu en fais, hein, et tu as entièrement raison, mais disons, avoir des gens qui sont prêts à t'écouter, avoir leur attention, avoir une communauté, avoir une capacité de communication, avoir un savoir-faire de communication aussi, parce qu'il ne faut pas se tromper. C'est pas juste tu as une audience parce que tu vois, ton contenu est cool, il y a aussi un savoir-faire qui se met en place derrière, et un professionnalisme. Tout ça est en train de devenir une véritable barrière à l'entrée, et, tu vois, et un vrai actif d'entreprise. 100%. Je pense qu'il y a 3 choses qui vont être hyper importantes pour les années qui vont venir. L'attention, tu l'as très bien dit. Avoir l'accès à l'audience. Donc, le trafic, l'acquisition, ce genre de choses, et la data. Et en fait, ce qui est génial avec les médias, c'est que ça fait les 3. Les médias arrivent à avoir l'attention parce que c'est leurs skills de base et ils sont à peu près présents partout. Ils ont l'audience, ils ont les leads parce que pour les médias qui sont en newsletter, ils ont des millions et des millions de personnes à qui ils shootent tous les jours. Donc, ils ont ce trafic-là. Et ils ont la data parce que ils ont des centaines, voire des milliers et des milliers de news qu'ils ont écrites depuis les dernières années. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, le business model numéro 1 pour la plupart des médias devient de plus en plus vendre leur data aux boîtes d'IA. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à signer des deals assez énormes. Et aujourd'hui, le cas de Reddit, par exemple. Comment? Le cas de Reddit, par exemple. Le cas de Reddit, le cas du Wall Street Journal aussi, qui ont ouvert leur... Et d'ailleurs, d'autres, même des médias français, peut-être que Le Monde l'a fait à vérifier. Et aujourd'hui, les médias ont ces 3 choses. Ils ont l'attention, ils ont les leads, donc le trafic, et ils ont la data. Je ne suis pas sûr que d'autres types de business possèdent ça aujourd'hui. Donc voilà, je pense que les indie médias vont être de plus en plus présents. Alors, il y en a déjà beaucoup, bien sûr, mais finalement, en France, on n'a pas tellement. Les indie hackers sont toujours très présents. Les personnes juste les formateurs en ligne basiques sont très, très présents. Mais je pense qu'on va avoir de plus en plus, comme tu l'as très bien dit, des petits médias qui vont arriver, des solopreneurs médias qui vont arriver et qui vont réussir à prendre de la place. Par contre, j'en parlais hier sur un autre podcast avec Ronan, l'un des membres de notre réseau. Ce que je pense aussi, c'est que les médias, et dis-moi ce que tu en penses, je pense que ça peut être intéressant d'en discuter. Est-ce que les médias sont pas un winner take all? Parce qu'à la fin de la journée, est-ce qu'un média d'actu business, est-ce que toi, tu vas lire 10 médias d'actu business tous les jours? Peut-être pas. Peut-être que tu vas lire 2 newsletters, 3 newsletters actu business, mais bon, après, tout dépend de la taille du truc. Je pense que tu vas lire 2, 3, tu vas créer un lien fort avec quelques newsletters, voire une seule, et puis tout le reste, tu vas dire, j'ai pas besoin. J'en lis 3, moi, aujourd'hui, dont voilà. la nôtre. Donc, la nôtre et 2 autres. Donc, dans tous les cas, au bout d'un moment, tu ne vas pas lire 10. Impossible. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire. Et donc, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un game où un média arriverait avec donc tout ce qu'on vient de dire tout ce qu'on a dit sur le podcast sur Axios, donc avec des nouvelles stratégies de monétisation, avec une approche différente, avec un contenu en se basant sur un newsletter, essaierait de lever 10 millions, 20 millions, 30 millions très rapidement pour s'emparer du marché. Et finalement devenir le winner take all de l'industrie du média business en France, type newsletter. Ouais, mais alors là où ça me semble un peu complexe, et tu vois, Axios a levé 70 millions et tout ça, ils sont pas le winner take all. Tu vois, TechCrunch existe toujours. Enfin, il y a des newsletters autres qui existent. Le problème du média, contrairement par exemple aux GAFAM, on va dire de manière générale,
c'est que tu as un switching cost qui est inexistant. Si demain, il y a un nouveau média qui te plaît plus, quand bien même il a 100 readers, tu n'en as rien à foutre, tu vas dessus. Si ça t'intéresse, tu t'inscris et go. Tu vois, et tu peux arrêter de lire l'autre du jour au lendemain. Là où, quand tu es sur Facebook ou Instagram, si tous tes potes sont sur Facebook et Instagram, tu ne peux pas switcher. En fait, le problème du média, comme en tant que business, à mon avis, c'est le switching cost. C'est-à-dire que tu es défendu par l'attention que tu peux avoir, ça c'est vrai. Par contre, à l'inverse, tu ne seras pas défendu par la complexité de sortie. À partir du moment où quelqu'un vient pour te piquer ton attention et qu'il est meilleur que toi pour X ou Y raison, il te piquera ton attention. C'est hyper intéressant. Est-ce que finalement la solution à ça, ce serait pas d'essayer de mettre de l'IA dans les médias? Alors, je sais pas s'il y a aujourd'hui des autorépondeurs qui permettent ça. Pour savoir exactement les liens sur lesquels tu cliques, pour savoir exactement les news qui t'intéressent et faire en sorte que la newsletter qu'on t'envoie, en fait, c'est pas la newsletter qu'on envoie immédiatement à 1 million de personnes, c'est la newsletter qui fit parfaitement avec ce qui toi t'intéresse et ce sur quoi tu es le plus susceptible de cliquer. Exactement. En fait, il faut qu'elles deviennent plus ou moins indispensables. C'est-à-dire que soit tu as des news, alors il y a plusieurs options, soit tu as des news d'inside que personne d'autre n'a. Et là, ben, évidemment, tu es le seul à les avoir. Donc, et le mec, il en a besoin. Tu vois, c'est critique pour son business ou critique pour sa vie de tous les jours. Bon, ben là, il va être un peu emmerdé. Sur l'actu business large, c'est quand même dur d'avoir ça. La question, c'est est-ce qu'il faut faire de l'actu business que large ou, comme on en a parlé plusieurs fois, local, où là, tu peux avoir des news un peu plus croustillantes peut-être, parce que tu es en direct avec des boîtes de plus petite taille, avec des innovations peut-être un peu plus improbables, pour autant qui peuvent être intéressantes. Mais oui, tu as raison, sur l'actu business large, bon, tu vois, les actus qu'on donne, les gens peuvent les avoir ailleurs, même si on est très bon, je pense, à les agréger. Ils peuvent les avoir ailleurs s'ils ont envie de se faire chier. L'autre question du switching cost, c'est est-ce qu'à un moment, la newsletter est descendante, c'est-à-dire tu lis de l'actu, ce qui aujourd'hui est le cas de toutes les newsletters, ou est-ce que, comme Pierre essaye de le faire, Pierre du groupe essaye de le faire, c'est-à-dire mettre derrière des méthodes de monétisation où tu peux y inclure ta newsletter et tu vois, et peut-être permettre aux gens de faire leur propre pub sur la newsletter, avoir un système publicitaire qui fait que le business des gens finit par dépendre de leur abonnement ou de leur exposition à une newsletter ou à un média. Pourquoi est-ce que les médias qui réussissent bien, comme les Échos par exemple, ils n'ont pas eu une approche d'acquisition agressive comme peuvent faire les réseaux sociaux? Dès que Facebook voit qu'un gros commence à monter, il le rachète vite. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Je n'en ai aucune idée et alors j'ai des, enfin, j'ai pas, en fait, je ne connais pas la vérité, mais j'ai des idées, pardon, pour être plus précis. Il y a peut-être quelques lois qui empêchaient pendant un temps d'agréger tellement de médias que ça finirait par être un problème. Je te donne l'exemple, c'est aujourd'hui, comme les médias appartiennent à 6 ou 7 familles, on voit bien que tout le monde gueule et tu vois, il y a le côté indépendance de la presse. Et puis après, je pense parce que fondamentalement, les médias et les journaux ont été fondés et peut-être dirigés par d'anciens journalistes et pas par des capitaines d'industrie. Je veux dire, Mark Zuckerberg, c'est un capitaine d'industrie. Je pense que si on creuse vraiment dans sa vision, que ce soit Facebook ou Instagram qui réussissent, c'est pas son sujet. Son sujet, c'est comment je connecte tout le monde, à la limite, la grande mission si on veut, point numéro 1. Et point numéro 2, comment je crée une boîte valorisée X milliards, côté au Nasdaq et qui embauche 100 000 personnes. Tu vois. Et certes, il a une vision, tout ce que tu veux, mais quand il a fallu faire, entre guillemets, du mal à Facebook pour faire exploser Instagram et WhatsApp, il l'a fait. Il a pris le coup et c'était pas grave. Je pense que le fondateur des Échos, alors qui malheureusement, je pense, nous ont quittés aujourd'hui, mais ne se serait pas dit tiens, je vais acheter la Provence parce que je vais grossir et que j'ai envie. Non, la Provence, c'était le mec de la Provence et les mecs, ils n'ont pas envie de vendre et ils s'assoient sur leurs journaux jusqu'à ce que malheureusement, ils décèdent, ils le passent à quelqu'un d'autre. Tu vois. Et je pense qu'il ne devait pas y avoir cette culture-là, à mon avis. Par contre, c'est plus le cas aux États-Unis. Tu sais, il y a toutes ces boîtes-là qu'on ne connaît pas bien. Viacom et tout ça. Enfin, tu sais, tous ces gros groupes un peu, tu vois pas trop, tu les connais pas trop, mais en fait, quand tu regardes le nombre de boîtes qu'ils ont, ils détiennent à la fois des studios hollywoodiens, des chaînes télé, des journaux, des trucs comme ça, et la liste des boîtes est gigantesque. Et eux, déjà,
ont plus ce côté concentration. Et quand tu regardes les cotations en bourse de ces boîtes-là, tu te rends compte qu'elles valent des milliards et qu'elles génèrent chaque année des centaines de millions d'euros de dividendes, à Tu minima. vois, c'est ce qu'a fait le groupe de Axel Springer. Axel Springer Bien sûr. qui est décédé, mais qui possède Insider, qui possède Business Insider et qui a racheté Morning Brew d'ailleurs. Je trouve que c'est une approche qui est très intéressante. Et nous, dans l'IMO, ils ont racheté Se Loger. Ok. Ils ont racheté Se Loger avec Axel Springer. Axel Springer, c'est totalement, je crois que c'est un groupe allemand, si je dis pas de conneries, et c'est complètement ce style-là. C'est complètement ce move. Mais en France, à ma connaissance, c'est plutôt des milliardaires qui s'achètent des médias. T'as un peu le groupe Canal. T'as un peu le groupe Canal qui a fait ça, où ils ont fait une chaîne télé, puis ils ont produit leurs films, puis ils ont produit leurs JT, puis ils ont acheté C8, si je dis pas de conneries, puis ils ont acheté iTélé, ou enfin une chaîne d'infos en continu là, dont j'ai bouffé le nom. Enfin, je sais pas laquelle c'est quoi. Et petit à petit, je crois que c'est Bolloré qui a monté comme ça un groupe. Ça peut ressembler un peu à ça. Mais tu as moins ce côté dans le média très ouvert, tu vois, je trouve, de la boîte tech, quand il y a une acquisition, c'est la fête. C'est la fête des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a un fondateur qui vient de prendre 1 milliard de cash out, et Kevin Systrom pour Instagram. Et de l'autre côté, il y a un Zuckerberg qui dit, regardez, je pousse encore un cran plus loin dans l'innovation, et regardez, j'ai des énormes balls. Tu vois. Tandis que les médias, ça gueule. Et les médias, ça gueule, t'as pas le même côté, voilà. Mais sur du indie média, ce serait pas pareil, parce que le indie média va être poussé par des gens, entre guillemets, comme nous, tu vois, donc des fondateurs, des mecs qui ont envie de croissance et qui ont envie d'innovation. Et donc, je pense qu'on célébrera plus le truc comme ça. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le vrai game, ce serait que le indie media, contrairement à Morning Brew, ne soit pas racheté par un grand groupe, Mais pas un autre univers. mais qu'un indie media réussisse à racheter d'autres indie médias de manière à faire un groupe solide. Finalement, c'est comme si aujourd'hui, Johan Lopez essayait de racheter le crayon. Ou l'inverse. Ou l'inverse, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais c'est ce qu'a fait le crayon. Le crayon, ils ont racheté un truc, je crois, les pépites de France, ou les pépites tech, ou je sais plus quoi, enfin un truc comme ça. Et donc, je pense que le crayon, ils se sont assez bien démerdés pour commencer cette phase-là. Alors, ils en sont au début, enfin au début, c'est génial hein, ce qu'ils font, mais ils sont au début de leur aventure et je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin. Eux, ils sont beaucoup basés sur un modèle agence qui, à mon avis, en option de scaling, c'est pas forcément le plus simple parce que tu es limité par les gens, les commandes, l'économie, machin. Enfin, pas sûr que ce soit le plus simple à gérer, mais ils ont l'air de bien le gérer, donc good, tu vois. Mais je pense que c'est un peu leur plan. Mais Et je pense que leur plan, il est extrêmement smart. La question, c'est est-ce qu'un jour, ces fondateurs-là, et je me mets à leur place, je comprendrais, si demain, les échos viennent et leur disent, OK les mecs, je mets 10 millions sur la table, ils doivent être dilués, je pense, à 10%, tu vois, j'exagère, mais ils doivent être dilués à rien. Je sais qu'ils ont fait une levée de fonds, mais voilà. Ils vont se dire, bah, vas-y, on se met 9 millions dans la poche. Bah, peut-être qu'ils vont dire, je lâche, je m'en fous, tu vois. Ça demande, c'est chaud quand tu es en face d'un cash-out de dire, non, j'y vais pas. Quand le cash-out est potentiellement colossal. Je sais pas, je pense qu'après, tu peux vite relativiser. Hein. Ils ont fait une levée de fonds, donc à mon avis, il doit être un peu plus dilué que 10%, je pense. Et puis, si on leur propose même 10 millions, ils sont 4, je crois. 4, 10 millions. Ensuite, tu retires la partie des investisseurs, tu retires les impôts. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, tu prends 1 million, même dans le pire des cas, tu prends 1 million par personne. Ouais, non, c'est pas mal. Tu réfléchis, hein, parce que aujourd'hui, je pense que ça marche très bien. Je connais pas leurs chiffres, donc c'est dommage, mais encore une fois, moi, j'aimerais bien un jour qu'on réussisse à les faire passer sur le podcast. Je crois qu'ils sont à peu près à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, je crois. Ok. Et ils ont quand même du monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils doivent tenir sur leur salaire, ce qui est très bien, mais le salaire, tu vois, une fois chargé, machin, on t'enlève les impôts. Je pense que 1 million, ça change la vie. Tu vois, 1 million de cash sur ton compte, ça change la vie. Et donc, c'est possible que tu vois, il y a un moment, ils aient une demande. Et c'est pour ça que c'est très dur de monter. Pourquoi Elon, il peut se permettre de faire des trucs comme ça? Parce qu'il n'a rien à branler. De toute manière, il est déjà le mec le plus riche du monde. Donc évidemment qu'il peut prendre des risques de dégénérer. Et puis de toute manière, je pense que dans sa tête, il est habitué à prendre des risques de dégénérer. Il en prend depuis tout le temps. On va en parler après de Elon. Ouais, on va en parler après, je sais. C'est la conclusion. Ok. Petite dernière tendance, du coup. T'en avais quelques-unes ou pas? Sinon, je peux enchaîner. Vas-y, à toi, à toi.
Moi, je pense qu'on va avoir un avènement des business de co-living. Alors, je sais que ça existe, encore une fois, un truc qui existe déjà. Hein, le but, c'est pas de prédire des trucs qui n'existent pas aujourd'hui et qui vont décoller demain. Je pense que le co-living va décoller parce que je pense qu'il y a de plus en plus de célibataires, il y a plus de personnes qui vivent seules. Et il y a de plus en plus de personnes aussi qui aiment bien vivre en communauté. Tu le sais, je pense, Alex. Et du coup, entre soit choisir d'habiter seul, soit choisir de vivre en colocation avec un random, ou alors payer peut-être un peu plus cher, mais vivre dans un appartement avec 5-6 personnes qui ont le même système de valeur que toi. Par exemple, des personnes qui adorent la crypto, des personnes qui ont tous des startups, des personnes qui sont nichées longévité, ou alors juste une coloc de femmes, par exemple. Enfin, n'importe quoi, quel que soit le type de niche. Et bah, c'est quand même hyper séduisant. Et tu vois qu'il y a de plus en plus de trucs comme ça qui décollent pas mal, que ce soit en France ou même à l'étranger. En France, je crois qu'il y a le concept du château, le château de je ne sais plus quoi, Ouais, ouais, je le vois. euh, alors pour le coup, c'est très niché, mec-mo, business en ligne. Les mecs, on va tous gagner des sous ensemble, dropshipping, infoproduit, peut-être agence un peu. Euh, donc voilà, c'est un délire spécifique, mais en tout cas, le business model est hyper smart. Il a déjà ouvert un nouvel endroit et je crois qu'il essaie d'en ouvrir davantage. Donc ça prouve que ça marche. On a aussi aux États-Unis et d'ailleurs un peu partout dans le monde le concept qui s'appelle theresidency.com, qui eux aussi, ils ont beaucoup de co-living un peu partout dans le monde. Mon frère d'ailleurs était dans un des co-living à SF, à San Francisco. Il y en a plusieurs là-bas. Et d'ailleurs, ils ont des concepts intéressants et ils font des hackathons ensemble partout dans le monde. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un The Residency qui fait un hackathon, tous les autres The Residency partout dans le monde, on sait qu'il y a un hackathon sur 24-48 heures qui aura lieu dans tous les co-living. Donc c'est hyper intéressant. Et enfin, sur ce concept-là, il y a cove.sg, cove.sg, qui est aussi en train de pas mal fonctionner. Ils viennent de lever 4 millions de dollars. Ils avaient déjà levé 4. Ils avaient fait une série A pardon, à 6,5 millions de dollars singapouriens, donc 4,84 millions de dollars en 2020. Et ils ont déjà plus de 6000 chambres disponibles. Ils existent depuis 2018. Et là, de plus en plus, ils essayent de s'ouvrir aussi aux collaborateurs. Et je pense que ça peut être hyper intéressant dans le cadre notamment de startups qui très souvent rassemblent des jeunes célibataires, de dire bon bah voilà, au lieu de vivre chacun de notre côté, au lieu de faire du remote, et ben on va se prendre un appartement à Singapour, on va tous vivre, on va créer une ambiance startup et puis on va pouvoir se développer. Et lorsqu'on tape d'ailleurs co-living, je vous invite à le faire, co-living sur Google Trends, vous tapez France, mais même États-Unis ou dans le monde, vous allez pouvoir voir. Entre 2004 et aujourd'hui, on voit bien que ça décolle. Donc voilà, ma prévision pour 2025, 2025, 2028, ça va être l'explosion de ce concept de co-living à concept un peu partout dans le monde. Et quel que soit le concept d'ailleurs, on a parlé d'entrepreneurs, mais à mon avis, il va y avoir d'autres types de concepts qui vont émerger. Ouais, ça, je ne peux que confirmer. Je crois qu'on en a déjà parlé dans un podcast, mais on a lancé avec un membre du sanctuaire un test, hein, un test grandeur nature, où par rapport à notre activité, on a enrôler des village builders, donc en gros des gars qui vont nous aider à construire des villages sous cette forme-là. Donc aujourd'hui, c'est assez niché entrepreneur, même si en fait ils peuvent proposer ce qui leur va comme principe. Et nous, on est en backup derrière pour leur donner les moyens de réaliser leurs rêves. Donc en gros, je schématise, mais on veut être l'App Store de ce que tu décris. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas rentrer comme les boîtes que tu as données dans voilà le concept, on veut leur permettre de développer leur propre concept. C'est un peu ça le fond du sujet. Eh ben, euh, en moins de 2 semaines, on a eu une vingtaine de village builders dans une vingtaine de pays. Alors, ça semble pas énorme, 20, parce que par rapport aux chiffres de business en ligne, mais 20 mecs qui disent oui, oui, je vais prendre de mon temps et je vais monter un projet immobilier avec vous alors qu'on ne se connaît pas, c'est une stat assez impressionnante. C'est énorme. Et surtout, on est donc du coup présent. Là où avant, on a mis en gros 4 ans à arriver dans 4 pays différents, hein, France, Maurice, Espagne, Maroc. En 3 semaines, on a la possibilité potentiellement d'ouvrir 20 pays supplémentaires. Et c'est que des personnes qui ont payé ou pas? Ou c'est des personnes qui sont intéressées par? Non, 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 c'est des personnes. Alors, c'est en cours, mais dans les 20 personnes, oui, c'est des personnes qui ont commit pour payer. Ouais. Ah putain, c'est Certaines ouf. l'ont déjà fait, d'autres sont en train, mais oui, oui, on parle de ça. C'est énorme. Hein. Non, c'est gigantesque. C'est gigantesque et ça prouve le besoin de construire des communautés physiques et ça prouve le besoin de les héberger dans des lieux qui plaisent.
Et ça, c'est drastiquement important. Et donc, je suis, je ne peux que valider à 100% ton analyse de ça va être un des gros trends de 2025. Je pense que par contre, c'est des projets tellement lourds et longs qu'en fait, ça va être un trend à 3 ans, entre 25 et 28, si tu veux. Pourquoi? Parce que entre le moment où tu démarres un projet, que tu trouves le terrain, que tu obtiens les autorisations, que tu construis, que tu le mets sur le marché, que les gens arrivent et le font vivre, c'est un process de 3 ans minimum. Ouais, mais ça, c'est pour ton concept à toi. Mais je pense qu'en France, tu peux faire un truc très simple. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le mec qui a des châteaux. J'ignore son nom, malheureusement. Je vais essayer de retrouver ce qu'il fait. Je mettrai le lien en commentaire, en description. Mais tu peux très bien juste prendre un appartement ou prendre une maison de campagne. Tu l'aménages un peu. Bon, ça se fait en Complètement. quelques mois. Et puis après, tu le brandes sur Airbnb, sur les réseaux. T'en fais des vidéos. Ah bah regardez, il y a 5 start-upers qui se réunissent là. Mais il y a énormément de jeunes diplômés, mais qui adoreraient venir là-bas. Des Ah non, mais personnes complètement. qui veulent absolument être entourées de personnes qui leur ressemblent, ambitieuses, entreprenantes. Ça cartonnerait, hein. Et en plus, ce Complètement. qui est génial, c'est qu'à chaque fois, ils signent c'est une colocation où ils signent sur 6 à 12 mois, immédiatement. Ouais, non, Et mais clairement. avec ce concept enfin, le simple fait de faire du co-living à concept permet en plus d'augmenter les prix. Et donc, c'est beaucoup plus rentable que la location basique. Complètement. Complètement, complètement. Ok. Bon, on passe à la petite actu en bref, du coup. Vas-y. Elon Musk qui a dépassé, du coup, les 450 milliards de. Ouais, alors il a dépassé la barre des 400 milliards, il est à 444 Ok. ou un truc dans ce goût-là. Mais ouais, donc l'actu, la vraie actu de la semaine, maintenant, on fait toujours des petites actus en bref à la fin. Et enfin, on a pensé que cette semaine, même si je pense que personne n'est passé à côté de cette actu tellement elle était grosse, mais Elon Musk, qui devient l'homme, alors qui était déjà devenu l'homme le plus riche de l'histoire, mais qui là dépasse de 100 milliards. Le... En gros, c'est Jeff Bezos et Bill Gates combinés en termes de fortune. Exactement. C'est si tu prends les 3 ou 4 premières fortunes françaises, donc là, toute la famille Arnaud, toute la famille Bettencourt, L'Oréal et toute la famille Hermès et François Pinault, je crois, les quatre, tu n'arrives pas, tu arrives à 430 milliards, et donc tu n'arrives pas à la fortune d'Elon Musk. Alors pourquoi il y a eu cette augmentation massive? C'est parce qu'ils ont ouvert le capital de SpaceX qui a rajouté 100 milliards quasiment à sa fortune. En plus de ça, Tesla est en train d'exploser, comme tout le marché américain, hein, d'ailleurs. C'est pas que Tesla. Euh, donc voilà, l'addition des deux fait que Monsieur Musk a gagné presque 100 milliards sur la semaine, ce qui semble complètement délirant, sachant qu'il y a encore quelques années, pré-Covid, les plus grosses fortunes tournaient aux alentours des 100 milliards. Il faut savoir qu'il y a moins de 10 ans, la plus grosse fortune du monde, c'était Bill Gates. Il oscillait entre 50 jusqu'à 80 milliards. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, si on regarde bien. Après, les dollars avaient très certainement une valeur un peu différente à cette époque, mais en effet, la différence est quand même colossale. Complètement, mais il faudrait voir l'inflation sur les 10 ans. Je ne pense pas qu'on en arrive à multiplier par, peut-être pas 10, mais tu vois, presque 7 la valeur, quoi. Mais tu vois, ce qui est intéressant avec Elon Musk, c'est que si on reste sur SpaceX, je crois que SpaceX maintenant est valorisé 350 milliards. Mm. Donc ça veut dire que Elon Musk vaut plus que SpaceX. Déjà, rien que ça, je trouve ça délirant. Elon Musk possède 42% de SpaceX, ce qui est Ouais. fou. Ce qui est fou pour une boîte de cette taille. Posséder encore 42% de la boîte, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Et ça offrait la boîte privée, la start-up privée, la mieux valorisée au monde. La licorne, si tu veux, la mieux valorisée au monde. C'est sûr, c'est sûr. Après, c'est normal, parce que là, la valorisation, elle est aussi au regard de ce que tu résous comme problème. Et là, potentiellement, les problèmes spatiaux. On n'en a pas parlé dans les gros trends, évidemment, mais je pense que le spatial va aussi être un trend hyper important, Je pense qu'on va faire petit à petit. un sujet à la une sur la newsletter ou même sur le podcast d'ailleurs sur le business du spatial. Que ce soit le minage d'astéroïdes, que ce soit le fait d'envoyer des Starlink dans le ciel pour fournir la Internet à tout le monde et derrière prendre des abonnements assez délirants. Je pense que ça peut être très intéressant de comprendre ce qu'il se passe là-haut, les boîtes qui essayent de se battre sur ce marché-là et le futur justement du business spatial. Et là, pour le coup, tu as quand même des barrières à l'entrée qui sont monstrueuses, alors que c'est un marché qui est juste fou, quoi. C'est juste fou. Ouais. Voilà.
Ok. Bon. Bon, On- bah voilà, peut-être dernier point aussi sur le réseau. Donc voilà, le réseau NBS, The Next Insider, le sanctuaire, on ne connaît pas encore exactement le nom qu'on va garder. C'est pour les personnes qui veulent aller plus loin. Voilà, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton pour essayer de rejoindre, pour candidater. Le principe il est très simple, c'est qu'on réunit les entrepreneurs et chefs d'entreprise qui réalisent entre 100 000 euros par an de chiffre d'affaires et plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et que non seulement vous allez pouvoir échanger tous les jours avec les entrepreneurs parmi les plus dynamiques de la francophonie, mais en plus, le but, c'est vraiment qu'on essaie de vous regrouper par petits groupes de 4-5 et d'organiser un appel tous les 15 jours, histoire de faire un point sur votre situation, comprendre vos problématiques et obtenir de l'aide via l'intelligence collective de la part des autres chefs d'entreprise, d'entrepreneurs qui sont dans votre groupe. Donc voilà, aujourd'hui, on est une trentaine. Il y a quelques noms connus d'ailleurs qui nous ont rejoints. Donc si vous voulez nous rejoindre, et ben, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour en savoir plus, candidater, et puis après, vous allez avoir un appel directement avec moi pour voir si on peut ou pas vous aider. Voilà. Maintenant, abonnez-vous. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Ciao.